de la République Alassane Ouattara vient de s'entretenir avec un émissaire du roi du Maroc. La rencontre a porté notamment sur les relations entre l'État ivoirien et le royaume chérifien. On parlera dans cette édition de la reprise du travail dans l'administration publique ivoirienne après 2 semaines de grève. Hier, la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont fait une déclaration appelant à la reprise du travail. Et en sport, football, CAN 2017, l'Algérie vient de faire match nul avec le Sénégal. 2 buts partout, les Algériens sortent de la CAN. La Tunisie a battu le Zimbabwe 4 buts à 2. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le journal de RTI 1. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération a été reçu aujourd'hui en fin de soirée par le président de la République Alassane Ouattara. L'émissaire du roi du Maroc Mohamed VI a évoqué avec le chef de l'État l'excellence des relations entre le royaume chérifien et la Côte d'Ivoire. Pour le ministre marocain des Affaires étrangères, cette rencontre a été également l'occasion d'informer le président ivoirien sur les procédures accomplies pour le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Je vous propose maintenant d'écouter l'émissaire du roi du Maroc. Une occasion de faire le point sur l'état de nos relations qui sont naturellement excellentes et de plus en plus ambitieuses pour avancer dans un partenariat exemplaire tel que voulu par nos 2 chefs d'État. Une occasion également de rendre un grand hommage à son Excellence le Président pour la dynamique démocratique, pour les avancées que ce pays est en train d'enregistrer, pour l'esprit positif qui anime la dynamique de ce pays frère qui nous est très cher, mais également pour l'aura de son Excellence et la sagesse de son Excellence qui, naturellement, est reconnu, apprécié, non seulement au niveau régional et continental, mais également au niveau international. Ça a été également l'occasion de rendre compte à son Excellence de l'état d'avancement de l'adhésion du Maroc à l'Union africaine ou le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle. Le Maroc a accompli toutes les procédures telles qu'elles sont prévues par l'acte constitutif de l'Union africaine. Le Parlement a ratifié l'acte constitutif. Les instruments ont été transmis à la présidente de la Commission de l'Union africaine. Et donc, tout a été fait pour que le Maroc retrouve sa place naturelle au sein de sa famille institutionnelle. Voilà, vous venez là d'écouter le ministre marocain des Affaires étrangères, envoyé du roi du Maroc, Mohamed VI. Le travail reprend progressivement dans l'administration publique ivoirienne après 2 semaines de grève. Hier, la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont fait une déclaration sur nos antennes appelant à la reprise du travail ce matin. Ces syndicats ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève lancé le 9 janvier dernier après la rencontre avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On en sait plus avec Abou Sanogo. Tout est bien qui finit bien. Après d'intenses discussions entre gouvernement et syndicats, tout est rentré dans l'ordre. Les syndicats, à l'issue d'une ultime rencontre avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la nuit du dimanche 22 janvier dernier, ont décidé de mettre fin à la grève. Camarades, je voudrais vous féliciter au nom de la plateforme que je dirige et au nom de l'IFSI conduit par le camarade Jean-Yves Abonga. Pendant 10 jours, vous avez mené la lutte. Vu les rencontres que nous avons eues avec le gouvernement, le jeudi, vu la rencontre importante conduite par le Premier ministre lui-même, vu la rencontre de ce dimanche, qui est issue, n'est-ce pas, de ce communiqué fait par le gouvernement le samedi, expression de la volonté du gouvernement de maintenir la discussion. Camarades, je voudrais, au nom de la plateforme et de l'IFSI, vous informer que les 2 organisations ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève pour donner une chance aux discussions qui seront faites dès mardi à 16h.
Sur cette base, je vous invite à la reprise dès ce lundi 23, dès 7h30. Camarades, reprenez le travail pour que nos pays reprennent. Je vous remercie. Rappelons que les fonctionnaires avaient observé un arrêt de travail depuis le 9 janvier 2017. Le MIDD, Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, membre de l'intersyndicale des fonctionnaires, réitère l'appel à la reprise du travail. Son secrétaire général, Mesme Komoé, précise que les leaders syndicaux n'ont fait l'objet d'aucune séquestration afin d'appeler les fonctionnaires à reprendre le travail ce matin. Le reportage de Sita Soro. Des informations persistantes ont fait état de la séquestration de certains responsables syndicaux, dont Mesme Komoé, secrétaire général du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits MIDD. Pour en avoir le cœur net, nous avons rencontré au siège du MIDD Mesme Komoé. Hier, nous avions eu une rencontre avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, consécutivement à l'appel du gouvernement à poursuivre les discussions et à trouver des solutions sur les deux points qui font objet de mécontentement, à savoir la question des 150 points d'indice pour certaines catégories socio-professionnelles et la question du paiement du stock des arriérés. À l'issue de cette rencontre-là, les porte-parole de la plateforme des fonctionnaires et l'intersyndicale des fonctionnaires dont le MIDD fait partie a fait une déclaration dans le sens de la reprise du travail. Malheureusement, cette déclaration a été interprétée diversement, certaines personnes allant jusqu'à dire qu'elle a été sous des menaces et que nous serions séquestrés. Je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il n'en est rien du tout, nous ne sommes pas séquestrés. C'est juste pour donner cette chance au dialogue de reprendre que nous avons produit cette déclaration-là. À cet effet, il réitère l'appel de son mouvement à la reprise des cours. Beaucoup de nos camarades ne nous ont pas vus apparaître à la télévision pour un problème de cadrage. Je confirme que nous y étions. Et donc la décision de la reprise du travail est une décision collégiale. C'est une décision que nous avons ensemble partagée. Donc nous appelons l'ensemble de nos camarades effectivement à la reprise du travail et à l'effet de donner une chance, n'est-ce pas, à ces discussions que nous avons engagées, de se tenir dans des conditions très apaisées. Les fonctionnaires ivoiriens en grève depuis le 9 janvier ont cessé leur mouvement ce dimanche après plusieurs négociations avec le gouvernement. Et nos reporters ont sillonné quelques services administratifs et établissements scolaires dans les communes du Plateau et de Cocody ici à Abidjan pour constater cette reprise du travail. Mais les fonctionnaires étaient-ils tous à leur poste ce matin? Réponse dans cet élément réalisé par Grace Kanto. Plateau, ce lundi matin, il est un peu plus de 9 heures. Au 16e étage de la tour E est logé le ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Directeur de cabinet adjoint, secrétaire, tous sont à leur poste. Ce matin, je suis venue au travail, comme à l'accoutumée. Bon, je n'ai jamais cessé le travail. Je n'ai pas participé à la grève parce qu'il faut que le pays avance. Un peu plus bas, au 13e étage, précisément au ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, conseillers, inspecteurs, secrétaires, chefs de cabinet, tout le monde est en place. Nous voulons donner l'exemple à tous nos collaborateurs, leur dire qu'on peut travailler et puis discuter. Voilà, c'est pourquoi nous les encourageons à une reprise totale du boulot et puis de continuer les discussions avec le gouvernement pour trouver une solution à leurs problèmes. Si dans ces ministères tout se passe bien, dans les établissements scolaires, la reprise est encore timide. À l'école primaire Château d'Eau, dans la commune de Cocody, 3 classes sur 12 ont ouvert. Quand j'étais à la maison, j'avais envie de venir à l'école. Parce que à la maison, j'apprends pas beaucoup de choses. Et la composition, c'est de 26, alors je dois bien travailler. Ce matin, je suis en train de faire un cours sur les pourcentages en mathématiques. D'autres sont venus le matin, bon, à cause de la pluie, les classes n'ont pas été vite ouvertes. Donc, ils estiment qu'il n'y a pas cours, donc ils se sont retournés. Au lycée Sainte-Marie de Cocody, même constat, l'on note aussi l'absence de professeurs. Nous avons ouvert les classes, les élèves étaient là. La pluie a gêné certains, mais malheureusement, nous n'avons pas eu la présence suffisante d'enseignants.
certains parents ont voulu prendre leurs enfants. On avait cours d'SVT, personne n'est venu. On voit des professeurs qui passent, mais personne ne vient faire cours. On attend que nos parents viennent nous chercher. Tout devrait rentrer dans l'ordre ce lundi après la levée du mot d'ordre de grève par les organisations syndicales. Ce mardi 24 janvier, gouvernement et responsables syndicaux vont se retrouver à nouveau pour continuer les discussions. Qu'en est-il des hôpitaux? L'appel à la reprise a-t-il été entendu? Comment le service a-t-il fonctionné dans les hôpitaux ce matin? Notre reporter Herman Guivet s'est rendu au CHU de Yopougon et à l'hôpital général d'Agamé pour constater. Mais avant cela, il a fait un tour au corridor de Yopougon-Jesco où des militaires mécontents auraient manifesté, empêchant la sortie et l'entrée des véhicules. Mais les choses sont finalement rentrées dans l'ordre. La circulation a été rétablie. Une forte pluie s'abat sur la ville d'Abidjan. Nous sommes en route pour le corridor de Yopougon-Jesco. À quelques mètres du corridor, un camion de la gendarmerie est stationné. De l'autre côté de la voie, un véhicule de la police nationale. Nous progressons sans aucune difficulté et franchissons le corridor de Yopougon-Jesco. La voie est dégagée, libre de toute circulation. Nous faisons demi-tour et reprenons la direction de la ville d'Abidjan. Nous mettons le cap sur le centre hospitalier et universitaire de Yopougon. Nous sommes introduits auprès de Madame Koulibaly, surveillante de l'unité de soins et de la salle d'accouchement. Tout le monde est sur le poste pour le service. Les agents du centre sont à leur poste pour le service. Nous avons droit à une visite guidée. Au repos, mais il y a des dames. Le médecin a décidé de faire un examen d'échographie. Donc on la déplace pour la salle d'écho. Le personnel soignant est aux petits soins des malades. Nous avons même droit à une échographie en direct. Dans les couloirs, personnel, visiteurs et patients déambulent tranquillement. Changement de cadre et de décor, hôpital général d'Adjamé. Les agents de santé sont également à leur poste et les bébés peuvent s'endormir tranquillement. Les fonctionnaires à l'intérieur du pays ont-ils repris le service ce matin? Quelle était la situation dans les établissements scolaires, notamment à Bouaké? Nos reporters ont fait le constat. Certains enseignants n'étaient pas à leur poste, ce qui a entraîné le mécontentement des élèves. Ces derniers ont manifesté pour demander à tous les enseignants de reprendre la craie afin de sauver l'année scolaire. Le témoignage d'Herman Niamien. À l'intérieur du pays, notamment à Man, Bangolo et Bouaké, la reprise a connu quelques perturbations dues au fait que certains enseignants ont refusé de reprendre le travail. Ces derniers ont invité les élèves à regagner leur domicile. Mécontents de cette situation, les élèves ont manifesté leur intention de retrouver le chemin de l'école pour sauver l'année scolaire. Depuis le mois de janvier, nous sommes entrés en congé. Après cela, nous sommes revenus à l'école. Nous n'avons plus fait cours. C'est déplorable. Moi, je suis en terminale. Il faudrait vraiment que je puisse passer le bac. Et avec 3 semaines de retard déjà, en plus de congés, nous ne pouvons rien faire. Pour cela, tous les élèves en solidarité dans la ville de Bouaké, vraiment, nous sommes levés. Les écoles privées, les écoles publiques, vraiment pour nous manifester. Nous demandons la reprise des cours. Ils sont à la maison plus de 3 semaines. Que ce n'était pas normal. Donc ils ont décidé de se faire entendre. Pour eux, il est normal de couper la voie internationale pour que le pays puisse savoir que quelque chose se passe à Diebonois. La levée de mot d'ordre de grève dans l'administration publique est bien accueillie par tous. Les populations réagissent ici dans cet élément que vous allez voir sur la situation sociale en Côte d'Ivoire. Elles appellent à la négociation et à l'apaisement. Je vous propose de les écouter. Bon, si 6 points, il y a 4, c'est déjà la majorité. Financièrement, c'est dur, donc l'État doit voir aussi. S'il peut résoudre ces 2 problèmes-là, qu'il le résout, et puis bon, les choses vont avancer. Qui pense à nos enfants, quoi. Parce que quoi qu'on dise, les grands types là, les enfants sont en Europe. C'est nos enfants qui subissent. Donc vraiment, ce qu'on peut leur dire. Demander aux syndicats de mettre balle à terre et puis de s'accorder pour que nos enfants puissent aller à l'école, parce que c'est l'avenir de demain. Ce n'est pas le bon moment pour les grèves actuellement parce que là, à peine on est sorti de la crise. Étant les étudiants, étant les élèves, vraiment ça ne nous arrange pas parce que ça nous retarde. Ça fait qu'au niveau du plan éducatif, on perd un peu de connaissances. Voyons les examens à grand tirage, on sait comment c'est composé. Donc il faut avoir
l'esprit tranquille pour pouvoir vraiment aborder ces examens. Mais malgré avec ces perturbations, nous étant élèves, vraiment ça nous perturbe. Je suis en classe d'examen, si le programme n'est pas terminé, pour les gens de l'enseignement professionnel, ça ne nous arrange pas. Demain, on est appelé à aller travailler en entreprise, même si à l'examen, on n'a pas été interrogé ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Demain, forcément, si on va passer un test, ils vont nous interroger là-dessus. Et si on n'a pas fait le coup, vraiment, ça nous envoie, donc à voir le cas. Il faut qu'il dialogue avec le gouvernement pour trouver un terrain d'entente. Le mieux, qu'ils puissent s'entendre en fait. C'est ce que moi je vais dire. Il faut que le gouvernement les rassure que cette fois-ci, peut-être qu'ils vont trouver une solution à leurs problèmes. Vraiment, une reprise est la bienvenue. On souhaite cela. 2 semaines à la maison, les enfants sont restés à la maison. Si l'État a voulu discuter, j'aurais appris qu'ils ont résolu 4 points, je crois. Et puis ils ont dit que le mardi, ils vont rentrer encore en discussion. Donc vraiment, moi-même, je souhaite qu'on reprenne et qu'on commence encore pour aller plus encore des discussions. Des réactions également du côté de la classe politique. Le RHDP vient justement de tenir une rencontre. Les membres du Rassemblement des Républicains pour la démocratie et la paix réaffirment leur engagement à œuvrer pour la paix et la stabilité. Ils appellent à un retour définitif au calme en Côte d'Ivoire. Reportage Maïsakou. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP passe au peigne fin la situation sociopolitique du pays. Après les récentes manifestations dans les rangs des forces armées et la grève des syndicats de la fonction publique, la coalition a tenu à rencontrer l'ensemble de ses composantes en vue de trouver les voies pour un retour définitif au calme. Nous voulons réaffirmer ici encore notre soutien inconditionnel au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à son gouvernement, conscient et convaincu qu'ils ne sont guidés que par la recherche du bien-être de tous. C'est pourquoi nous décidons de mettre en mission dès maintenant tous les responsables politiques des partis membres du RHDP en général et en particulier tous les élus du RHDP ainsi que tous les coordonnateurs départementaux, communaux et sous-préfectoraux, et nous leur demandons de prendre leur bâton de pèlerin pour investir toutes nos bases et toutes les contrées de notre pays afin de porter le message du RHDP aux populations. Un message de soutien au président de la République et à son gouvernement. Un message de paix. Aller porter un message d'union et un message d'apaisement. Outre la diffusion de ces messages, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix entend mener d'autres actions allant dans le sens de l'apaisement. Le RHDP, fidèle aux idéaux prônés par le père fondateur, invite les partenaires sociaux à recourir au dialogue qui est l'arme des forts en matière de règlement des crises. Il les invite instamment à préparer le forum social proposé par le gouvernement en vue de solutions idoines et durables aux questions soulevées. Le RHDP invite le vaillant peuple de Côte d'Ivoire à maintenir toute sa confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et à son gouvernement qui sont à la tâche pour l'avènement de la Côte d'Ivoire nouvelle. Le RHDP s'engage à tout mettre en œuvre pour permettre au pays de poursuivre sa marche sur la voie du développement. Dans le domaine économie à présent, la BCEAO met fin aux rumeurs. Des informations en provenance des réseaux sociaux font état de la circulation de faux numéros de série sur les billets de 5 000 francs et 10 000 francs CFA et du changement des formats de ces billets. Il n'en est rien. Ces informations sont fausses, selon les autorités de la BCEAO qui viennent de s'adresser à la presse. Nous écoutons les déclarations recueillies par l'enseigne Bakayoko. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, informe le public que des messages frauduleux qui lui sont imputés sont diffusés sur les réseaux sociaux tendant à faire croire à l'existence de faux numéros de série sur les billets de 10 000 francs CFA et 5 000 francs CFA et de différences sur les dimensions de ces billets.
la BCEAO dément formellement être à l'origine de ces informations malveillantes et précise qu'elle n'a apporté aucune modification à la gamme actuelle des billets de banque de son émission en circulation qui demeure valide. Donc, la gamme actuelle des billets de banque de l'émission de la BCEAO reste valide. Tous les billets de la gamme d'émission actuelle restent valides. Elle invite par conséquent les populations à la plus grande sérénité et à ne se référer qu'aux seules voies de communication officielles usuelles de la Banque centrale. À cet égard, la Banque centrale rappelle que tous ces communiqués sont publiés sur son site internet www.bcao.int ainsi que dans la presse écrite et audiovisuelle. La BCEAO se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs et complices des actes et messages de nature à porter atteinte aux signes monétaires et en cours légal dans l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Afrique, protégeons notre développement. Ce sujet est au menu du 4e Salon international Défense-Sécurité d'Abidjan. Plusieurs pays africains sont annoncés. Le but recherché est de maintenir et rétablir la sécurité sur le continent africain. Les explications détaillées d'Abou Sanogo. Cette conférence plénière internationale sur la sécurité en Afrique est organisée en prélude de la 4e édition du Salon international Défense et Sécurité Shield Africa 2017. C'est une rencontre de mutualisation et d'enrichissement réciproque entre acteurs, penseurs et décideurs. Ils auront donc au cours de leurs travaux à comparer leurs notes sur la situation des secteurs de la sécurité et de la défense et à enrichir leurs réponses aux défis et aux urgences. Ce autour du thème Afrique, protégeons notre développement vers une approche intégrée. L'Afrique doit protéger l'Afrique. L'Afrique doit défendre l'Afrique. L'Afrique doit sauver l'Afrique. Et pour cela, le maître mot est la mutualisation. La conférence d'Abidjan est une nouvelle preuve de cette volonté africaine de mutualisation et de prise en charge par nous-mêmes et pour nous-mêmes de nos propres défis dans les domaines de la sécurité et de la défense. La Côte d'Ivoire, pays hôte de cet événement, met ainsi en œuvre sa loi de programmation militaire pour renforcer les capacités des forces armées de Côte d'Ivoire pour les années 2016 à 2020. Elle entend susciter un partage fructueux et poursuivre son engagement en faveur d'une démarche holistique du traitement des défis de sécurité nationale. Il est impérieux pour nous de penser la méthode et les moyens de prémunir notre continent contre la déstabilisation et de sécuriser le développement de nos pays respectifs. Face aux défis sécuritaires évoqués, nos États doivent s'organiser au mieux selon leurs capacités. Dès lors, nous avons pour devoir de promouvoir des initiatives intégrées pour combattre ces maux. Autre objectif de la conférence, exposer les réalisations concrètes dans le domaine de la sécurité intérieure et extérieure. Ces réalisations seront examinées par les acteurs de la sécurité nationale dans leur diversité. Et en attendant l'ouverture de ce salon sur la sécurité, le ministre de la Communication numérique, de la Poste et de la Poste et de la Communication, Bruno Koné-Nabagné, poursuit ses visites dans les structures sous tutelle, des visites pour s'imprégner des conditions de travail. Ce matin, il s'est rendu dans les locaux du Fonds de soutien et de développement de la presse et du Conseil supérieur de la publicité. Le reportage de Franck Quadio. Première escale de cette visite du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste aux structures sous tutelle, le Fonds de soutien et de développement de la presse FSDP. Cette structure, créée le 14 décembre 2004, a entre autres objectifs faciliter la mise en œuvre du développement du secteur de la presse, financer la formation et garantir les emprunts bancaires. Le décor planté par le président du conseil de gestion Yacouba Dambélé, c'est la présidente exécutive Bernice Nguessan qui a établi le bilan 2016 et les perspectives de la structure pour 2017. Des préoccupations notées par la tutelle. Il nous faut, nous États, accompagner le FSDP dans sa mission donc de soutien aux médias privés. Nous avons travaillé avec les principaux responsables, nous allons poursuivre évidemment nos échanges avec eux
L'idée étant de faire en sorte que notre presse, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, soit plus responsable, que nous ayons des acteurs qui soient mieux qualifiés. Au Conseil supérieur de la publicité, échange et attente des travailleurs par la voix du directeur de la communication publicitaire Dosso Mamadou. La structure compte sur le ministère de tutelle pour la réalisation de plusieurs projets dont la modernisation du secteur de l'affichage et la révision du statut juridique. Voilà, c'était la visite du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Koné-Dabagné, dans les structures sous tutelle. Et le ministre des Affaires étrangères prend aussi des nouvelles de son département. Le ministre Marcel Amontano a échangé avec les agents de son ministère et structures sous tutelle. C'est une prise de contact pour tracer les sillons de son département, comme nous l'explique Alexis Orhuitraoko. Pour sa première rencontre avec ces structures sous tutelle, le nouveau ministre des Affaires étrangères s'est voulu concis et précis. Avant de dresser le tableau de ses exigences, Amontano veut s'assurer des bonnes conditions de travail de ses hommes. Avant que j'aie des exigences sur les rendements, sur votre disponibilité et sur ce que j'attends de vous pour que, ensemble, nous puissions remplir la mission que le président de la République nous a confiée, je me soucie de savoir dans quelles conditions vous travaillez. Je souhaite que tous les services du ministère soient regroupés sur ce site. Je serai disponible à l'écoute de vos préoccupations, mais je serai très exigeant sur le rendement et sur le travail. Le ministre a donné le ton de sa marche, efficacité et rigueur. La récompense après le travail et justement le mérite a été reconnu. Des experts comptables ont été distingués pour services rendus à la nation. Ils ont été décorés par le ministre Thierry Tano au nom de la grande chancelière. Il a traduit le soutien du gouvernement à l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Le reportage d'Herman Niamien. L'expert comptable, un professionnel de la comptabilité qui constitue un véritable partenaire pour les dirigeants et chefs d'entreprise. Par ses conseils en matière juridique, fiscale et sociale, il contribue au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Pour saluer les efforts des experts comptables, la grande chancellerie a distingué une quinzaine d'entre eux. Représentant Henriette Dagri-Diabaté, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Thierry Tano, a décoré le président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, Flan Oulaï, et un de ses collaborateurs officiers dans l'Ordre national. 10 experts comptables ont été faits officiers dans l'Ordre du mérite ivoirien, tandis que 3 autres ont été élevés au grade de chevalier. Cette distinction décernée par la grande chancellerie est un témoignage d'estime et de reconnaissance pour votre dévouement au travail et pour votre apport dans la promotion et le développement de la profession comptable en Côte d'Ivoire. Les experts comptables, par la voix du président de l'Ordre, ont exprimé leur fierté. Chers récipiendaires, je voudrais solennellement vous dire merci pour votre implication dans l'évolution de notre profession. Cette distinction est le juste tribut d'hommage et de reconnaissance de votre valeur et de votre compétence. Elle est aussi la meilleure preuve de l'estime que notre ordre a su inspirer à nos autorités. Les experts comptables se sont engagés à poursuivre leurs efforts de conseil auprès des opérateurs économiques pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Le nouveau ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kofi Kwaku, annonce l'organisation prochaine des États généraux de la route et de l'eau. Il a donné cette information aujourd'hui même lors de sa visite dans les structures sous tutelle de son département, notamment à l'Agence de gestion des routes, AGEROUTE, et à l'Office national de l'eau potable. À l'Agence de gestion des routes, AGEROUTE, où il a démarré cette tournée de prise de contact, le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kofi Kwaku, a souligné la nécessité de réaliser des équipements de qualité. Mais la tâche immense exige une clarification préalable des rôles via les états généraux des routes. Nous sommes en train de voir avec l'ensemble des structures sous tutelle pour que l'ensemble des infrastructures, qui sont des grands projets structurants donc aussi bien pour la ville d'Abidjan et pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire, ces infrastructures-là puissent être réalisées avec toute la rigueur qui s'impose. Il s'agira de mettre en place une politique cohérente
à travers un document de référence en matière de construction et d'entretien de routes à la Direction générale des infrastructures hydrauliques humaines, tout comme à l'Office national de l'eau potable ONEP. L'urgence est de réparer les ouvrages d'alimentation d'eau existants et d'en construire de nouveaux. L'eau est source de vie et je pense que le ministère des infrastructures économiques va s'atteler à cette tâche pour que tous les projets qui ont été identifiés, ces projets-là puissent se faire pour le bonheur des populations. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 490 centres de production d'eau potable en milieu urbain et environ 23 000 forages équipés dans les villages. Reportage réalisé pour vous par Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire a décidé de former ses membres sur la question de la durée de leur mandat et des bonnes pratiques. L'INATSI veut ainsi contribuer à la bonne gouvernance en misant sur la formation. Franck Quadio pour le récit. Ils ont à charge la gestion des affaires d'une société. Leur fonction est collégiale et ils se réunissent au sein d'un conseil d'administration. Eux, ce sont les administrateurs de sociétés. En Côte d'Ivoire, à travers l'INATSI, Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, des rencontres ponctuelles sont organisées, un prétexte pour accentuer la formation. L'une des bonnes pratiques en matière de gouvernement d'entreprise dans un pays, c'est d'avoir une politique de formation des administrateurs. Parce que les administrateurs, c'est eux qui doivent orienter la société. C'est eux qui doivent contrôler la gestion de la société. Orienter veut dire définir les stratégies. Alors si les administrateurs ne sont pas bien formés, comment peuvent-ils bien effectuer leur mission de contrôle et de surveillance? Thème exploré donc la durée des mandats des administrateurs, exigences légales et bonnes pratiques. La tendance est de dire qu'il ne faut pas accorder une durée de mandat trop longue aux administrateurs. Parce que lorsque le mandat est très long, en définitive, l'administrateur ne rend pas service à la société. 3 ans, renouvelable une fois, c'est ça la tendance mondiale. Maintenant, vous avez, par exemple, en France, le MEDEF qui propose 4 ans. Mais malgré ça, certaines entreprises prennent 3 ans. La formation alors pour un dirigeant d'entreprise rompu à plusieurs spécialités. L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire est aussi ouvert aux directeurs généraux, experts comptables, cabinets d'avocats et au comité de direction. Hors de la Côte d'Ivoire, la Gambie qui attend le retour du président élu Adama Barrow 2 jours après le départ en exil de Yaya Jammeh. L'ancien président gambien se trouve actuellement en Guinée équatoriale alors qu'Adama Barrow est toujours au Sénégal. Selon ses proches, le président élu attend que la situation en Gambie se stabilise avant de regagner le palais. Il a donc demandé le maintien des troupes de la CEDEAO. Alexis Ouedraogo. Après le départ de Yaya Jammeh du pouvoir, le nouveau président gambien Adama Barrow, réfugié à Dakar, devrait rentrer dès que possible dans son pays. Une disposition prise au lendemain de l'exil de Yaya Jammeh, accusé d'avoir vidé les caisses de l'État. Sous les intenses pressions diplomatiques de la CEDEAO, l'ex-président gambien a finalement accepté de se retirer après 22 ans de pouvoir. Il s'est envolé de Banjul pour Conakry samedi soir. Depuis l'éclatement le 9 décembre de la crise politique gambienne, de multiples initiatives ont été prises. La CEDEAO, qui privilégiait la voie du dialogue, entendait mobiliser jusqu'à 7000 hommes de 5 pays. Dans une déclaration commune, elle a annoncé à M. Jammeh son droit, y compris celui de pouvoir revenir dans son pays. Par crainte que la crise ne dégénère, plus de 45 000 personnes avaient fui la Gambie depuis le début de l'année, en majorité vers le Sénégal. Dimanche soir, des mouvements étaient enregistrés dans le sens inverse. En France, le deuxième tour de la primaire à gauche opposera dimanche prochain Benoît Hamon, arrivé en tête devant Manuel Valls, qui se retrouve désormais en position de challenger. Au-delà du nom de candidat, l'enjeu est un choix entre 2 orientations pour le Parti socialiste. Manuel Valls n'a donc pas d'autre choix que de se montrer offensif. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en attaquant son adversaire de front, aussi bien sur la laïcité, sur la crédibilité des programmes que sur la valeur travail. Et toujours en France, ce coup dur pour l'ancien ministre de l'Intérieur et ex-bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant a été condamné aujourd'hui par la justice française en appel à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme pour détournement de fonds. La Cour d'appel de Paris a durci la condamnation en première instance, qui était de 2 années d'emprisonnement avec sursis. Mais Claude Guéant n'entend pas se laisser faire.
Et on passe à l'actualité sportive sur le continent africain, dominé par la CAN 2017 qui se déroule au Gabon. Le Zimbabwe a rencontré donc la Tunisie, score du match 4-2. Les Tunisiens qualifiés pour les quarts de finale. Et l'autre rencontre a opposé l'Algérie au Sénégal, donc l'Algérie qui est éliminée de cette CAN. Retour sur les buts de la rencontre. Sofiane Nani se projette très vite vers l'avant, le Anderlecht, Sofiane Nani, le centre, ouais, le but. Et le but de Slimani qui ouvre le score pour l'Algérie. S'appliquer dans sa passe, c'est bien fait, le ballon n'est pas sorti. Avec ce ballon dans la surface de réparation, ça va très très vite, centre en retrait, repoussé par Mendy, mais qui a levé le ballon. Et l'égalisation pour le Sénégal. L'égalisation pour le Sénégal. Peut essayer d'y aller avec cette frappe de Mahrez, peut-être un centre. Au deuxième poteau, Slimani. Et ça rentre. Ouais, il me semble que c'était rentré. La récupération d'Ismaïla Sarr. La frappe de Moussa Sow. Et l'égalisation sénégalaise dans la foulée. Avec le premier but pour cette CAN 2017. Et bien il n'a pas traîné longtemps. Frappe de Moussa Sow. Malgré l'intervention de Sofiane Nani, c'est l'égalisation pour le Sénégal, 2-2. Demain, la Côte d'Ivoire joue sa qualification contre le Maroc. Les champions de titre doivent absolument remporter ce match. Alors tous derrière les éléphants pour la victoire. Merci à vous tous de votre aimable attention.